bonsoir à toutes, bonsoir à tous, mesdames, messieurs, et bienvenue sur le plateau de Débats actuels. Cotonou accueille depuis ce lundi 3 octobre la 4e édition du cours régional sur les fondements holistiques de l'évaluation et la régulation du génie génétique et les OGM en Afrique, OGM, organismes génétiquement modifiés. À cette occasion, le Bénin accueille des auditeurs de 7 nationalités différentes, encadrés par des chercheurs, des scientifiques, des communicateurs. Ils nous viennent de l'Algérie, du Cameroun, de Chili, de la Malaisie, du Mali et du Bénin. La motivation principale de ce cours est de renforcer les capacités des acteurs de développement en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés en Afrique francophone. Et c'est une initiative de Djinoukon Copagène, ce réseau qui depuis des années, vous le savez, s'illustre dans l'éveil des consciences sur la problématique de l'introduction des OGM au Bénin et en Afrique. La technologie de modification génétique aujourd'hui inclut même au-delà des végétaux, des insectes. On parle même de moustiques génétiquement modifiés comme moyen de lutte contre la dengue, contre le paludisme. Pour en parler, nous avons dans cette émission Débats actuels 2 invités de marque. Il s'agit de M. René Sebrenou, qui est sociologue, président de Djinoukon Copagène. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Nous avons également M. Madama Bouaré, professeur à la faculté des sciences et techniques à l'université de Bamako au Mali. C'est bien ça? C'est ça. C'est bien, professeur Madama. Yes. Bienvenue à ce débat qui se promet, en tout cas qui promet être très enrichissant. Nous entrons de plein pied dans l'actualité. C'est que Cotonou, comme je le disais dans l'introduction, accueille la 4e édition du cours régional sur les fondements holistiques pour l'évaluation et la régulation du génie génétique et des OGM en Afrique. Que faut-il comprendre par cette thématique ou par ce thème de cette 4e édition? Voilà, ce thème est maintenant caractéristique de ce que nous faisons pour essayer de renforcer la capacité des acteurs du développement et qui viennent de plusieurs pays d'Afrique francophone. Voilà, les organismes génétiquement modifiés sont une réalité depuis peu d'années. Donc nous ne les connaissons pas vraiment bien. Si on les compare à tout ce que nous connaissions déjà en ce qui concerne les plantes, la biologie, c'est nouveau. Comme c'est nouveau, il faut prendre le temps de savoir ce que c'est. C'est pourquoi nous parlons de l'évaluation. Il faut aussi savoir que la biotechnologie et son utilisation ne va pas sans problème. Donc, il y a des problèmes lorsqu'on utilise une nouvelle technologie. Il faut savoir l'encadrer. Et c'est pourquoi on parle de la régulation du génie génétique et donc des OGM en Afrique. Évidemment, le produit du génie génétique, c'est justement des organismes génétiquement modifiés. C'est pourquoi vous savez aussi que notre objectif à Djinoukon, c'est de faciliter l'accès à ces problèmes compliqués, comme vous disiez tout à l'heure, pour les populations. Parce que déjà, quand nous parlions des OGM dans l'agriculture, vous voyez, cela concerne les producteurs agricoles en premier lieu. C'est vrai que c'est compliqué, mais on ne doit pas, à cause de cela, s'engager dans ces choses-là sans informer ceux qui sont les premiers concernés, sans faire en sorte qu'ils comprennent ce qui se passe, parce que, somme toute, c'est eux qui doivent décider de ce qu'il faut faire. Et s'ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas décider. Même ce qui est compliqué, on doit pouvoir l'expliquer. Voilà pourquoi nous... Merci, Monsieur René Sebrenou. Et Monsieur Madama, vous êtes venu de Bamako au Mali pour renforcer, en tout cas enrichir cette rencontre de votre présence. Quelle est la pertinence d'une telle rencontre? Le Bénin accueille la 4e édition de ce cours régional. Merci, madame, et bonsoir, chers spectateurs. Je dois avouer que effectivement, Djinoukon a bien vu. Parce que quand on aborde quelque chose de nouveau, il faut être préparé. Préparé pour l'information, la sensibilisation et même la formation.
Et donc, nous, en tant que cadre africain, on a eu cet avantage d'être formés sur un sujet qui concerne nos populations et il est de notre devoir de restituer ce que nous avons eu dans les universités et pour que la décision juste soit prise par nos populations. D'accord. Alors, quatrième édition de cet événement au Bénin, on sent que vous avez une motivation parce que organiser une première, une deuxième, une troisième et une quatrième édition, on ne le fait pas en l'air. La motivation première, c'est quoi? C'est ça. Peut-être avant d'aborder la motivation, je voudrais quand même remercier le professeur Madame Bouaré, parce que c'est nous qui l'avons invité pour venir donc à ce cours. Nous l'avons invité parce que vous l'avez dit, on va aborder un sujet très spécifique tout à l'heure et il travaille dans ce domaine-là, la modification génétique des insectes. Voilà, alors la motivation qu'il y a derrière cet acharnement pour nous, n'est-ce pas, de travailler à ce que les gens puissent vraiment comprendre et aussi maîtriser la problématique des organismes génétiquement modifiés. Pourquoi? Bon, nous avons commencé en 2007. Et nous sommes à la 4e édition. Nous pensons que nous devons faire en sorte qu'il y ait une masse critique d'acteurs ou de cadres de développement capables d'aborder ces problèmes-là. Nous accueillons, chaque année, lorsque nous faisons ce cours, nous accueillons une trentaine d'acteurs du développement. Alors, vous voyez, une trentaine d'acteurs du développement pour toute l'Afrique francophone, c'est peu. Donc, il faut rééditer plusieurs fois pour pouvoir toucher un nombre conséquent, qui puisse vraiment faire quelque chose. Nous ne pouvons pas non plus recevoir plus en une seule session, parce que ce sont des questions assez compliquées et il faudrait prendre le temps d'expliquer, il faut que les gens aussi prennent le temps de débattre de ces questions-là. Alors nous voulons que sur le continent africain, parce que nous sommes toujours des gens à qui on vient proposer des choses. Les gens, on parle effectivement des OGM, mais en fait, on a commencé par faire ça quelque part. Et on fait ça, et on vient nous dire ici, voilà, ça c'est pour vous sauver. Et les OGM, c'est pour régler définitivement les problèmes de l'alimentation en Afrique. C'est quand même trop vite. Nous disons, bon, voilà, si des gens comme ça arrivent, il faut qu'ils trouvent aussi le continent des gens capables aussi de leur faire face. Et de dire, oui, ok, tu dis ça, mais pourquoi? Et nous savons ceci et nous savons ça. Et donc, en fonction de ça, nous vous posons des questions, nous voulons savoir, nous voulons analyser, nous voulons qu'on prenne des précautions. Parce que l'Afrique, ce n'est pas comme ça un champ d'essai, on vient, n'importe qui a inventé quelque chose quelque part, il vient et puis, bon, on va l'essayer. Donc, il faut qu'on évite ça. Et pour éviter ça, il faut qu'il y ait des Africains capables de prendre la parole et de dire des choses justes en la matière. Parce qu'il ne s'agit pas non plus d'y aller comme ça. Lorsque vous voulez critiquer, lorsque vous voulez contrer quelque chose ou même l'accepter, il faut savoir ce qu'on accepte. Voilà, il faut savoir ce qu'on accepte. Sinon, on travaille contre soi-même. Voilà. Alors, cette 4e édition du cours régional, quelle est sa particularité? Quelle est l'innovation de cette édition? Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous avions toujours parlé des OGM dans l'agriculture. Ouais. Et vous êtes maintenant familiarisés avec ça parce que nous sommes souvent venus ici et ailleurs, on en a parlé. Et ce fait que, bon, la science progresse. Et dans les différentes, comment on appelle ça, étapes donc, de modification, bon, on a parlé des plantes. Il se fait que maintenant, on veut aussi modifier les insectes et les utiliser, par exemple, pour contrôler les maladies. Voyez. Et donc, nous nous sommes dit que ces questions nouvelles qui apparaissent, il faudrait que nous puissions les introduire dans le débat. On va parler aussi des vaccins transgéniques, des vaccins génétiquement modifiés, pour ainsi parler, pour que les gens puissent comprendre dans le cours. Donc, on parlait des plantes, on a fait ça pendant plusieurs éditions, et cette fois-ci, il y a des questions actuelles, justement. C'est que des chercheurs pensent qu'ils peuvent régler un certain nombre de problèmes en passant à la modification des insectes, en cherchant aussi à faire des vaccins transgéniques. On s'est dit, bon, nous allons introduire ça, parce que lorsque nous faisons ce cours,
nous essayons aussi de travailler sur les questions concernant les risques. Parce qu'il n'y a aucune technologie qui soit comme ça, tout est bon, bien, on prend, on s'en va. Non. Donc, cette fois-ci, nous allons travailler sur les risques, l'analyse, l'évaluation des risques, en prenant des exemples justement dans ces domaines-là où les gens commencent à faire des choses que jusqu'ici nous n'avons pas souvent vues. Par exemple, modifier les moustiques pour lutter contre la dengue ou le paludisme. Voilà, vous l'avez dit, M. René Segouenou, c'est une innovation technologique qui n'est pas sans conséquence. Alors, par le passé, c'est vrai, le coût régional s'est appesanti sur les OGM dans l'agriculture. Cette fois-ci, donc, on note des communications quand on regarde votre planning sur les vaccins et même les moustiques transgéniques. Et le professeur Madama travaille sur justement ce sujet. Alors moi, ma première question, parce qu'on regarde beaucoup de films où on a des insectes, des films de science-fiction, des insectes génétiquement modifiés et tout. Voilà. Modification génétique des insectes, mythe ou réalité? Merci madame. C'est loin d'être un mythe, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité depuis 30 ans. Seulement, bon, nous on est un peu dans le fond du sac par rapport à la science, donc pour nous c'est nouveau. Avant de passer à ça, je dirais que Djinoukhoum a bien raison parce que Djinoukhoum est dans la ligne droite de ce que nous, au Mali, dans mon pays, on a essayé de faire. Nous avons fait 6 éditions par rapport à cette problématique, c'est-à-dire que la biosécurité en relation avec les organismes génétiquement modifiés. Nous l'avons fait pendant 3 ans concernant l'agriculture et nous l'avons fait aussi pendant 3 ans concernant les moustiques génétiquement modifiés. Et donc moi, en tant que directeur de ces différents cours, donc même si je n'ai pas la main là-dedans pour transformer, je comprends, je sais, j'ai beaucoup discuté avec ceux qui le font. Je suis allé même chez eux pour voir comment ils le font. Donc, c'est une réalité parce que depuis 30 ans, on est en train de lutter. Avant 30 ans, je disais, depuis avant les indépendances, il y a eu des maladies qui ont posé des problèmes. On a utilisé toutes sortes de méthodes, des méthodes physiques, méthodes chimiques, jusqu'au maintenant, à cette nouvelle technique qui est la méthode génétique. Donc, les méthodes qui ont précédé n'ont pas donné toute la satisfaction qu'il fallait. C'est pourquoi la communauté scientifique a jugé bon d'aller vers la transformation génétique. Et si on a le temps, on va dire à peu près pourquoi ceux-ci ont échoué, pourquoi celui-là il va marcher. Je disais que depuis 30 ans, parce que les premiers insectes transgéniques ont paru avec la drosophile par rapport à l'expérimentation scientifique en 1982. Après, c'était la mouche méditerranéenne des fruits, puis c'était Aedes en 1998, ainsi de suite, jusqu'en 2007 où c'était le moustique Aedes albopictus. Donc, tous ces insectes génétiquement transformés sont disponibles aujourd'hui. Donc, c'est une réalité. C'est une réalité. Mais comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce qu'on arrive à modifier génétiquement un insecte? Les scientifiques me comprendront parce qu'on sait que un être vivant, que ce soit végétal ou animal, est géré par des gènes. Des gènes. La femme produit du lait parce qu'il y a un gène, c'est la femme qui lui dit faire des protéines pour aller faire du lait. Et donc il faut connaître ce gène pour l'améliorer ou le détruire. Donc les insectes qui rendent malades ont un caractère génétique qui leur permet d'héberger les parasites afin que ces parasites puissent achever leur cycle en leur sein, dans le sein de l'insecte. Et donc c'est un gène qui fait ça. Il suffit de pouvoir empêcher ce gène de travailler. Donc l'insecte va prendre le parasite, mais puisque le gène
n'est pas là pour permettre à l'insecte de faire développer le parasite ne pourra pas se développer. C'est ce caractère qui est introduit. Et maintenant, quand on a ce caractère introduit dans un insecte, on lâche l'insecte là dans la nature pour qu'il puisse aller transmettre ce nouveau caractère aux insectes de la nature. C'est ça. Voilà. Mais par exemple, quand on prend la modification génétique dans la lutte contre les maladies à vecteurs, comment est-ce que ça peut se faire? Comment est-ce qu'on peut transformer génétiquement un insecte de façon à pouvoir lutter contre ces maladies à vecteurs? Ok. La lutte génétique, comme je l'ai dit tantôt, a commencé il y a très longtemps par le lâchage de mâles stériles. Okay. On élevait les insectes en masse, on choisissait les mâles qu'on irradiait, avec des rayons gamma, X et autres, donc qui induisaient une mutation chez les chromosomes de ces insectes. Alors ce sont ces insectes mâles qu'on envoyait dans la nature pour aller s'accoupler avec les femelles. Mais l'irradiation en soi est un problème. L'irradiation pour le manipulateur, et aussi elle réduit la vigueur que le mâle a par rapport au mâle naturel. Donc, et puis en plus, on ne peut pas l'appliquer à tous les insectes. On l'a appliqué à des insectes comme la lucilie dévoreuse qui se développe, qui pond ses larves dans une plaie, et les larves maintenant bouffent la chair de l'hôte, que ce soit un animal ou un humain, jusqu'à la mort. Bon. Donc, on peut le faire avec l'irradiation avec la lucie, on peut le faire avec les glossines, par exemple, mais avec les moustiques, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que les moustiques sont en train de s'adapter à notre environnement, à tel point qu'on a mis tous les moyens. Maintenant, même si vous attachez votre moustiquaire, les moustiques viennent s'accrocher et attendent que vous ouvriez pour rentrer. Donc, c'est ça un truc de développement. Donc, les moustiques sont tellement devenus des proches à l'homme que maintenant, on est presque à court de moyens. Il faut maintenant envoyer un moustique contre les autres pour pouvoir les limiter. Et donc, c'est quoi? Le caractère dont j'ai parlé tantôt, qui permet aux moustiques de développer le parasite, il s'agit de jouer sur ce caractère chez un moustique qu'on va élever au labo, et puis quand on aura un nombre suffisant, on le lâche dans la nature pour aller compétir avec les trucs naturels. Et lui, c'est comme un messager, il transmet le caractère aux autres. Donc, en ce moment, on va avoir des moustiques ou des insectes dans la nature, mais qui ne peuvent pas transmettre les maladies en question. Cela dit, dans la transformation génétique, il y a plusieurs étapes, il y a aussi plusieurs variances. On l'appelle généralement en anglais riddle, releasing insects with dominant lethal gene, c'est-à-dire que lâcher des insectes avec des gènes létaux mortels qui sont dominants. Okay. Voilà, et donc quand ils vont avec ça, et le riddle a plusieurs composantes, hein, donc on ne va pas rentrer dans tout ça. Souvent qu'on est devant tel ou tel insecte, on emploie tel ou tel riddle. Donc ce que vous venez de nous expliquer, ça veut dire qu'on modifie les insectes, mais on ne s'arrête pas là, on les lâche dans la nature. Voilà. Alors, et c'est ça oui, voilà, justement, voilà. C'est dangereux. Enfin, je ne sais pas, quel est l'impact. Voilà, c'est tout à fait ça qui fait notre problème. Parce que déjà même, si ce n'était pas des moustiques génétiquement modifiés, oui. Vous savez, dans la lutte, le contrôle des insectes, des pestes, non, des insectes, des ravageurs parfois, bon, on a utilisé aussi, on a lâché des insectes pour le contrôler. Et le problème est toujours que lorsqu'on procède à ces lâchages, on ne sait jamais comment ça va se terminer. Ça, c'est un problème. Parce qu'un insecte que vous modifiez, comme c'est un vivant, vous ne contrôlez pas tout. Les chercheurs eux-mêmes, ils savent.
lorsqu'ils le font, ils ne savent pas tout à fait ce que ça va donner par la suite. Et donc, nous disons, déjà là, il y a un problème. Mais vous voyez, c'est aussi que lorsqu'on aborde ces problèmes-là, souvent, on veut régler un problème avec une solution. Et nous disons, faites, il faut qu'on fasse attention. Il faut réfléchir. Lorsque le problème du paludisme se pose, mais le paludisme, bien sûr, il y a le moustique. Mais il n'y a pas que le moustique. Il y a tout le contexte dans lequel se développe le paludisme. Et lorsqu'on veut approcher, on veut régler ce problème, il faut de façon, justement, nous on dit holistique. Ça veut dire qu'il faut regarder plusieurs dimensions du problème qui est posé. Vous savez qu'il y a le problème d'hygiène. Lorsqu'on travaille à assainir l'environnement dans lequel on est, on lutte déjà contre le paludisme. Regardez dans nos pays ici. Déjà, les gens ne savent pas ce que c'est que le paludisme. Il y a des gens qui disent que si tu restes au soleil, tu vas attraper le palud. Ce n'est pas vrai. Donc, il faut déjà que nous-mêmes, dans notre développement culturel, nous puissions évoluer pour comprendre qu'est-ce que c'est. Ensuite, vous allez voir que la plupart du temps, les gens qui vivent dans des conditions de vie, disons, plus aisées, ils vont être moins malades. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on approche tout ça. Si vous travaillez, vous voulez éradiquer, prenons le cas du paludisme, mais l'éducation compte. Il faut éduquer. Il faut que les gens comprennent qu'ils doivent assainir leur milieu, qu'on ne le fasse pas parce que quelqu'un est derrière vous pour vous dire de le faire. Vous voyez les gens, spontanément, vous allez constater chez nous ici, les gens mangent tout de suite, ils jettent les déchets partout. Et bon, ils créent un environnement favorable. Et il a plu. Et si vous laissez des eaux stagnantes autour de vous, ben vous allez aussi créer des conditions pour que des moustiques se développent et ainsi de suite. Donc, on dit, lorsque ces problèmes se posent, il faut les aborder de façon holistique. Il faut voir plusieurs, et ça se pose en plusieurs dimensions. Alors, lorsque on se focalise sur une solution, supposons maintenant, on va développer des moustiques. On va les lâcher. On ne les lâchera pas une seule fois. Je pense que le professeur Boiré ne va pas dire le contraire. On va les lâcher plusieurs fois, on commence à lâcher les moustiques. Mais les moustiques qu'on lâche là, eux-mêmes peuvent aussi développer leur propre méthode même de résistance, d'adaptation et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Et donc, c'est pourquoi nous on dit, lorsqu'on approche ces genres de solutions, il faut même s'interroger sur ce qu'on avait déjà et comment on l'a utilisé et quels résultats on a eu. Moi, quand j'étais enfant, on venait pulvériser du DDT, soi-disant pour éradiquer le palud. Mais nous n'avons pas réussi. Parce qu'on s'est focalisé sur le DDT. Mais on n'a pas regardé les gens, le développement des gens, le milieu dans lequel ils vivent, leurs revenus et ce qu'ils mangent en plus. Tout ça, c'est cet ensemble qui fait la santé. Mais quand vous polarisez sur un, vous pulvérisez le DDT, on se rend compte quelques années après que le DDT est un poison puissant. Et donc, on l'a interdit rapidement en Europe. Malheureusement, on a continué à le répandre encore chez nous. Donc, si on pouvait, lorsqu'on a ces genres de problèmes, pour les aborder, s'asseoir, réfléchir, aussi partir aussi des solutions qui sont chez soi. Et quand on aborde ces questions-là, par exemple, moi je pense toujours à tout ce qui se fait déjà ici en ce qui concerne la lutte contre le paludisme. Vous n'allez pas, mais vous connaissez M. Agon Valentin, Asia Domé, et d'autres qui pratiquent la médecine africaine et qui travaillent pour la lutte contre le paludisme. Est-ce que vous voyez? Donc on se dit, il faut regarder tout ça. Il se dit maintenant, comment nous pouvons composer une solution qui soit d'abord fondée sur le contexte dans lequel nous vivons, et pour que cette solution-là soit aussi applicable et applicable durablement. Voilà. Et donc, nous sommes inquiets. Voilà. Quand nous entendons des choses comme ça, nous sommes inquiets. Professeur Madame Boiré, est-ce que nous avons des raisons d'être inquiets? Je ne pense pas. Je pense qu'on n'a pas un bon. C'est tout à fait logique
devant toute nouvelle découverte, il y a quand même des appréhensions. Et c'est normal, on le comprend comme ça. Mais il a tantôt parlé de DDT quand nous étions tous les petits. Les campagnes de DDT contre les moustiques, contre les glosses, contre tous ces insectes qui nous rendaient malades. Mais ça a abouti à quoi? C'est ça. Jusqu'à présent, à l'heure où nous parlons, peut-être d'ici la fin de notre émission, si elle dure 1 heure, 100 personnes seront mortes de palu. Ça veut dire que le problème est encore là. Tout à fait. Ouais. Bon, alors, pour le moment, je dois vous dire que la transformation génétique par rapport à Anopheles gambier n'est pas encore prête à être livrée sur le terrain. Ça peut prendre des années encore. Ce qui est prêt, c'est contre la dengue. C'est contre la dengue. Et la dengue, le vecteur de la dengue, c'est 2. Anopheles Aedes aegypti, Aedes albopictus. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon d'appeler tout ça? Non, disons que c'est... Bon, je ne vais pas les appeler. Donc, c'est seulement deux moustiques qui transmettent. Et là, on peut facilement... Et en plus, c'est des virus. Alors que le palu, c'est un parasite. Même s'il est unicellulaire, il est parasite quand même. Tout à fait. Donc, c'est la façon de lutter entre les deux, ça diffère. Donc, c'est pourquoi nous disons que il faut qu'on soit quand même prêt à le faire un jour. Parce que ça a réussi avec, la dengue, ça va réussir avec le paludisme. Maintenant, votre inquiétude, si on envoyait les moustiques dans la nature, s'il arrivait que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Quels sont les dégâts qu'on aura déjà causés? Est-ce que ce sera possible de rattraper ces dégâts-là? Est-ce qu'on peut même les rattraper? L'irradiation avait été une bonne solution pour certains types de moustiques, d'insectes, comme j'avais dit, mais ce n'est pas praticable. Ce n'est pas efficace avec les moustiques. C'est pourquoi on est allé avec la transformation. Parce que l'irradiation, c'est une mutation. C'est ça, une mutagénèse. Maintenant, là, on est dans la transgénèse. On ne fait pas une mutation, mais on transforme radicalement la chose. Bon, maintenant, pour transformer, il faut introduire au niveau de l'œuf, quelque chose qui va être pris en compte par le noyau et faire partie de l'individu. Ça peut donner des monstres? Non, ça ne va pas donner des monstres parce que toutes les études ont été faites. Et on va le voir peut-être en classe. Oui, dans le cours. La toute petite différence qu'on a remarquée, c'est que ceux qu'on a transformés vivent 1 jour de moins, 1 à 2 jours de moins que ceux qui n'ont pas été transformés, que les naturels. Bon, maintenant, un moustique a une durée de vie qui fait à peu près 1 mois. Maintenant, ce moustique qu'on a préparé, il faut qu'on l'élève dans le laboratoire, il faut qu'on lui donne à manger. On va lui donner de la tétracycline pour que cette tétracycline empêche la létalité de fonctionner pendant le stade larvaire et donc lui il va être adulte. C'est ça. La létalité, c'est-à-dire il ne faut pas que ça meure. Il ne faut pas que ça meure. Voilà. Et donc lui, il va dans la nature, il va transmettre ces mêmes gènes. Et donc, il va s'accoupler avec une femelle. C'est les mâles qu'on lâche, on ne lâche pas les femelles. Oui. Donc le mâle, il va donner ce caractère. Quand il va donner ce caractère à la femelle, pas à la femelle, à la progéniture, la progéniture, donc il y aura un œuf, la femelle va pondre, et l'œuf va être pondu dans de l'eau naturelle. Dans la nature, est-ce qu'il y a la tétracycline? Est-ce que c'est... Vous voulez dire? Il n'y a pas de tétracycline, donc il va mourir. C'est une seule génération qui va partir faire la fécondation pour que... parce qu'un moustique, si on prend l'anophèle à peu près 100 à 200 œufs, il va pondre. Donc à lui seul, et quand il doit vivre pendant 1 mois, il va pondre combien de fois? Alors, tous les 2 jours, il va pondre. Si vous multipliez 100 par 15, donc il va prendre beaucoup. Alors si lui,
il a ce caractère, tout ce qu'il va prendre, Voilà. il ne va pas pouvoir se développer après. C'est ça. Et le mâle, il va mourir. C'est ça. Non, en fait, on veut éradiquer, Voilà. On veut éliminer les anophèles, vecteurs. les C'est vecteurs. vraiment ce que nous voulons. Est-ce que c'est ce qui est important? Voilà. Ça, c'est l'équilibre. Ça, c'est si on veut éliminer. Voilà. Il y a la façon qui élimine, donc ça, c'est la suppression. Voilà, La diminution c'est ça. de la suppression. Il y a une autre façon qui ne supprime pas, C'est ça. qui va remplacer. Et il y a Oui. la transgénèse, donc les moustiques ils resteront, Oui. le caractère va continuer et donc seulement les moustiques qui vont vivre ne vont pas pouvoir transmettre le paludisme. Le paludisme, Ça, c'est il y a ça. cette façon aussi. Oui, oui. Mais dans tous les cas, c'est à partir de l'élevage Ouais. que le régime alimentaire qui est donné aux larves C'est ça. est bien contrôlé. Si Voilà. on veut que... Voilà. Et Voilà, puisqu'il n'y a le- pas ça dans la nature, ils vont mourir. C'est ça. Le problème que nous... Pardon. Non, il n'y a pas. Voilà, le problème que nous avons toujours, lorsqu'on arrive là avec les chercheurs, c'est que à un moment donné, ils oublient aussi que au moment où ils ont atteint un résultat, c'est eux-mêmes qui le disent. Hein, pour moi, je suis sociologue, mais nous utilisons à peu près les mêmes méthodes pour travailler. On dit, dans telles conditions précises, Ça va un donner tel fait résultat. scientifique a été établi. Mais c'est dans cette condition, aujourd'hui, c'est ça. Mais ce qu'on a dit aujourd'hui, on n'a pas dit pour toujours. Et ils le savent. Et c'est comme ça que certaines affirmations, on les avait faites. On a dit par exemple, telle maladie ne passe jamais d'un animal à l'homme. Et on a dit ça pour la vache folle. Et malheureusement, quelques années, ça n'a même pas pris longtemps, on a constaté que ça passait bien de l'animal à l'homme. Ça veut dire que entre-temps, on a utilisé une technologie qui a donné un résultat, mais on n'a pas pu savoir quelles autres Conséquences. transformations vont avoir lieu. Hein. On a vu ce qu'on a fait, mais on n'a pas vu ce qui va être là et qu'on n'a même pas fait et qui va se faire parce que nous avons touché à un maillon de quelque chose qui est bien complexe. Et on a l'exemple, si on revient aux OGM dans l'agriculture, Monsanto sort une semence, le maïs BT, le Mont 810 comme on dit, et d'autres, et dit, bon, ce maïs-là, non, il est bien, et il n'est pas dangereux pour la consommation. OK, il fait ses tests, malheureusement c'est toujours le producteur qui fait le test, et on lâche pour utiliser le terme, le maïs. On plante le maïs. Mais en France, les gens se sont rendus compte que ce qui avait été dit sur ce maïs ne se vérifiait plus. Heureusement qu'ils ont suivi. Et nous, en Afrique, ici, c'est encore un autre problème, ça. Si on introduit des choses comme ça, est-ce que nous avons la capacité de suivre? Là-bas, ils l'ont suivi. Et ils l'ont suivi, et ce fait qu'ils se rendent compte, même pas longtemps après. Ils se rendent compte, même pas des années. De 1 à 2 ans, on se rend compte que non, ce maïs, il n'est pas bon pour la consommation. Ou bien, il n'est pas bon pour l'environnement. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi nous, on se dit, bon, oui, si on veut utiliser une solution, il faut prendre le temps d'évaluer cette solution. Malheureusement, en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés jusqu'ici, on ne prend pas suffisamment de temps pour voir ce que ça va donner. Et ça aurait été bien d'accorder plus de temps. Et on dit, bon, vous voyez, avant de mettre un médicament sur le marché, ça prend des années. Et on vérifie, on fait tout. Mais en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés, on n'utilise pas cette procédure-là. Nous plaidons même. Il y a des savants, des chercheurs qui disent la même chose que nous, que normalement, vous savez, Monsanto, il veut faire un OGM. C'est 90 jours d'essai qu'il fait. 90 jours d'essai, c'est quoi? Et nous, on dit maintenant, en suivant des scientifiques, qu'il faut au moins faire 2 ans d'essai pour savoir ce que c'est. Parce que quand même, lorsque vous faites une chose qui peut éventuellement avoir une incidence sur la santé humaine ou animale, il faut y réfléchir. Si vous faites une chose qui va transformer l'environnement de façon irrémédiable, par exemple, en ce qui concerne l'agriculture, si vous faites ça même pour les insectes, et on ne parle pas des animaux. Il y a des poissons transgéniques. Mais vous lâchez un poisson transgénique dans une rivière, le poisson ne prend pas, il n'y a pas besoin de visa
pour passer d'un pays à un autre, d'une zone à une autre. Le poisson circule tant qu'il y a de l'eau. Donc, nous sommes dans une situation où, lorsqu'on veut faire ces choses-là, nous disons, hey, faites attention, il faut réfléchir. Bon, on ne dit pas qu'il ne faut pas faire de la recherche. Il faut faire de la recherche, bien sûr. Mais quand il s'agit de trouver, d'utiliser une solution pour régler un problème, il faut réfléchir davantage. Voilà. Mais, professeur Madama, dites-moi, est-ce qu'il y a déjà eu de lâcher de moustiques contre, par exemple, la dengue ou le paludisme dans les pays africains? Non, en Afrique, pas encore. Mais il y en a eu en Asie, en Malaisie. Il y en a eu en Amérique centrale. On a une idée des conséquences? Non. Voilà. Oh, bon, conséquences, en tout cas pas mauvaises conséquences. Tout a été une réussite totale. Et je vais vous dire que la mouche dévoreuse est absente aujourd'hui de l'Amérique centrale parce qu'on a utilisé la technique des choses, on a irradié les moustiques là-bas. Mais comme je l'ai dit, l'irradiation n'arrive pas... Parce que là aussi, on irradiait les mâles, on les laissait dans la nature, hein, il n'y a pas eu de conséquences, sauf que la mouche a disparu de ces œufs. Bon, maintenant, la dengue, le chikungunya sont en train d'être combattus en Malaisie, dans les îles Caïmans aussi, quelques pays comme ça, où ça marche, et ça marche très bien. Maintenant, pour le paludisme, parce que comme j'ai dit, pour la dengue, il y a seulement deux vecteurs, mais pour le palu, c'est plus compliqué. Il y a 4000 espèces d'anophèles. 4000 espèces d'anophèles. De moustiques, j'allais dire. Maintenant, sur les 4000, il y a 400 qui sont des anophèles. Maintenant, les anophèles, il y a une centaine. Mais en fait, à vrai dire, c'est une soixantaine qui transmettent le palu. La soixantaine qui transmettent le palu en Afrique déjà ici, bon, je crois qu'il y a un seul pays qui comprend le tout, mais ça c'est la RDC, je crois. Les autres, c'est 2 ou 3. Bon, maintenant, si on veut lutter, si on veut génétiquement transformer ces moustiques, par quelle moustique il faut commencer? On ne sait pas. Donc, ça veut dire que c'est plus compliqué. Et comme les journalistes et les altermondialistes vont plus vite que les scientifiques, ils apprennent pour qu'on prend tout. Ah oui, il vaut mieux prévenir que de chercher à guérir. Ce n'est pas pour demain que nous allons voir des anophèles transformés sur le terrain. C'est ça, il y a encore du chemin. On est en train de se préparer pour. Ça risque de prendre encore 20 ans. Non, je dois faire un témoignage. Oui, il y a quelques semaines, j'étais à Tromsø, en Norvège. Il y avait un cours, justement, là-bas, sur les vaccins transgéniques et les insectes génétiquement modifiés. Et on nous a présenté, justement, les deux cas. Aussi, le cas des îles Caïmans et le cas de la Malaisie. Et on a constaté, en Malaisie, d'abord, bon, ils ont dit que c'est un essai limité. Donc, il y avait des moustiques. Donc, ils ont voulu lâcher maintenant les moustiques dans une zone donnée. Bon, évidemment, si vous voulez faire une chose comme ça, vous devez d'abord informer les populations. Parce que le protocole de Carthagène, qui réglemente cela, dit qu'on ne doit pas, n'est-ce pas, utiliser, comment on appelle ça, faire transiter les organismes génétiquement modifiés sans qu'il y ait information et sans que les populations soient aussi et puissent être, comment on appelle ça, impliquées et qu'ils décident aussi de ce qui passe. Vous allez lâcher maintenant les moustiques dans une zone où vivent des gens. Vous modifiez les moustiques, vous venez, vous allez les lâcher. Il faut les informer. Parce que le professeur Boiré dit, bon, oui, c'est total réussite, mais qui sait ce qui va suivre? Nous ne savons pas. Lui-même ne sait vraiment pas pour longtemps ce qui va suivre. Est-ce que vous voyez? Or, il s'est fait qu'en Malaisie, où ils ont lâché ça, ceux qui ont fait ça, ils sont venus, ils nous ont expliqué. On a constaté que, par exemple, l'information à la population, c'était très limité. Vous imaginez qu'on leur a demandé, mais comment vous avez informé les populations? Ils ont dit, bien, on a publié dans les journaux
que nous allons faire le lassage de moustiques. Combien de personnes ont réagi? Une trentaine de personnes ont réagi aux articles qui ont été publiés. On s'est demandé, mais pourquoi ne pas, par exemple, utiliser la radio et dire aux gens, nous voulons lâcher les moustiques dans votre zone où vous vivez. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a cette technologie, le malheur pour nous, c'est qu'il y a derrière des gens qui veulent faire des profits. Et ceux qui veulent faire des profits, ils sont rapides. Ils sont même plus rapides que nous, professeur Boiré. Ils sont plus rapides que nous. Parce qu'ils veulent rapidement, ils ne veulent pas que les gens sachent tout à fait ce qu'on veut faire. Si on le sait, c'est compliqué pour eux. Or, ils veulent faire de l'argent. Ils ont déjà dépensé de l'argent pour fabriquer les moustiques. Mais il faut en gagner maintenant. Ça, c'est en Malaisie. Aux îles Caïmans, justement, quelqu'un est venu de Grande-Bretagne. Il est venu aussi, et il travaille avec une organisation qui s'appelle, je crois, j'ai oublié le nom. C'est une ONG qui est venue présenter justement le cas sur les îles Caïmans. On s'est rendu compte que la société qui a fabriqué les moustiques et qui voulait les lâcher, en fait, les îles Caïmans appartiennent à la Grande-Bretagne. Parce que c'est la reine qui a autorité sur l'île. Or, ils sont allés expérimenter le lâchage des moustiques transgéniques sans suivre la réglementation qui régit l'Europe en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés. Vous vous rendez compte? Et ils ont fait ça. Donc, ils ont utilisé leur capacité du fait que les îles Caïmans sont rattachées à l'Inde pour aller faire ça de façon furtive. Et ils n'ont même pas respecté la réglementation européenne. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, en fait, ce qui pose problème, ce n'est pas seulement la technologie, ce n'est pas le travail que fait le chercheur, c'est en même temps aussi le fait que d'autres se saisissent de ça et veulent rapidement faire leur profit de ça. Et nous disons, si on fait ça, évidemment, c'est les populations qui deviennent, n'est-ce pas, victimes pour d'autres qui veulent gagner de l'argent. Est-ce que vous voyez? Je suis parfaitement d'accord avec vous, hein, parce que en toute chose, il faut l'information, la sensibilisation et le consentement éclairé des gens. Il faut l'éthique, il faut tout ça. Mais tout ça là, ça n'a rien à voir avec la véracité scientifique, c'est-à-dire que la faisabilité scientifique. Nous, on est des scientifiques. On voit, est-ce que, bon, il y a une différence, il n'y a pas de différence, il y a tellement d'éléments sur lesquels, les éléments fondamentaux sur lesquels, si c'est la même chose, pour nous, il faut appliquer. Maintenant, les autres considérations, ça c'est vous. Deux, mais je dois aussi dire que... Donc, heureusement que nous sommes là. Nous, comment est-ce qu'on est allé à l'école en 1960 et avant 60? Comment est-ce qu'on est allé à l'école? Par la cravache. Comment est-ce qu'on a accepté la charrue, les bœufs? Comment est-ce qu'on l'a accepté par imposition de la chose? Maintenant, il y a des choses où il y a des faits pour lesquels, moi, je pense que, bon, il ne faut pas trop demander. Sinon, à vouloir craindre trop les risques là, on ne fera rien. Non. Nous sommes sous la lumière, l'électricité, tout le monde sait que c'est dangereux. Tout, à longueur de journée, on est là. Donc si on ne fait rien, eh bien, est-ce qu'il faut ne pas rien faire? Non. Que voulez-vous dire en disant ça? C'est-à-dire que trop de précautions tue la science. Non. Tue les progrès de la science. Justement. Trop de progrès, je dis trop. Hein. Bon, d'accord. Ça veut dire que c'est si vous mettez, trop... Précaution, mais trop là, mais qui a fait trop déjà? Vous voyez, le problème que nous avons est très simple. Moi, je pense qu'il faut bien clarifier les choses. J'ai dit déjà ce matin, quand on faisait l'ouverture, qu'au fond, Einstein, il n'a pas commis chose. Einstein, c'est un scientifique. Il a fait en sorte qu'on sache la force qu'il y a dans l'atome aujourd'hui, la fission nucléaire. C'est ce qu'il a fait. Il a fait son travail de scientifique. Mais il s'est trouvé des gens qui se sont assis et qui ont dit que mais on va utiliser ça maintenant pour exterminer de façon massive dans le monde. Est-ce que vous voyez? Et c'est pourquoi lui-même, il a d'ailleurs écrit. Il a dit que ceux qui détruisent le monde, ce ne sont pas en fait ceux qui font le mal. C'est ceux qui les regardent sans rien faire. Voilà. Et nous, on ne peut pas regarder les gens sans rien faire. C'est pourquoi on se dit la société civile, les organisations de la société civile, les citoyens doivent être au courant de ce qui se passe. D'abord, il faut les informer au plan scientifique. C'est bon qu'ils sachent que telle chose, parce que nous avons besoin de ça. Moi, je pense que toute société
qui veut avancer doit reculer les frontières de l'ignorance. On ne doit pas rester ignorant. Comme je disais tout à l'heure, si au XXIe siècle on dit qu'on attrape le palu en étant assis sous le soleil, je dis ça, il faut remédier à ça, ça c'est clair. Bon, mais en même temps, je dis que la science, son utilisation doit prendre en compte, et lui-même l'a dit, le professeur Boiré tout à l'heure, l'éthique. Et l'éthique, on doit le développer. Nous ne pouvons pas, on ne peut pas être derrière chaque chercheur. C'est pourquoi nous on est là, on ne peut pas être derrière chaque chercheur. Et donc on doit faire en sorte que le débat se fasse. Et que le chercheur, lorsqu'il a fait... D'abord, il faut distinguer deux. Il y a la recherche fondamentale. Bon, et ce qui se fait à l'université. Il y a ceux qui se saisissent de la recherche fondamentale pour faire de la recherche appliquée. Et il y a même les industriels qui sont à l'affût. Le travail que vous faites, il y a des gens qui sont derrière vous, ils vous guettent. Dès qu'on voit qu'il y a un petit truc, je regarde cette affaire de moustiques. Il y a déjà des sociétés qui sont créées avec des investissements, qui vont fabriquer les moustiques. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller les lâcher assez facilement, là où c'est possible de le faire, sans trop avoir des gens qui vont les contrôler, qui vont les contredire. On dit que non. Donc, nous disons, faire la recherche. Mais dès qu'il s'agit de passer à la pratique, il faut aussi que ce soit socialement discuté. On ne peut pas nous apporter des solutions sans que nous puissions socialement discuter de cette solution. Si vous allez dire, ouais, on a accepté telle chose avec la cravache. Bon, je peux lui dire aussi que nous avons évolué. Prenez la cravache que je suis allé à l'école. Vous ne ferez plus accepter grand-chose. Non. Ce n'est pas possible. Ouais. Voilà. Donc, il faudrait que nous puissions nous accorder. Et non, et je pense que c'est même à votre avantage, vous les chercheurs, que les sociétés, que les citoyens soient informés de ce que vous êtes en train de faire et qu'on puisse à des moments donnés réfléchir, leur poser des questions et même leur dire on veut régler tel problème avec vous, comment on va le faire. Et je dis toujours qu'on ne résout jamais un problème avec une technique. Une technique arrive quelque part, il faut toujours le remettre dans un contexte. Ouais, bon, sans vous couper, je dirais que j'allais en venir là. Et les moustiques et les insectes transgéniques ne sont qu'une solution parmi d'autres et ils doivent être intégrés dans des programmes globaux. Oui. Hein, la lutte intégrée où on doit prendre beaucoup, même l'aspect sanitaire de la population. Si le moustique prend le parasite, c'est qu'il a vu un parasite quelque part chez un homme malade. Et si on arrivait à traiter correctement tout le monde, le moustique viendra, il ne trouvera pas de parasite. Donc, ça va être intégré. Ce n'est pas un seul truc. Ça ne va pas dire aussi qu'on a transformé le moustique, on va cesser dépendre des insecticides, on va cesser d'assainir. C'est tout combiné qui peut arriver à bout. Et chacun aura sa spécificité. Mais le continent africain, si nous parlons de salubrité, de Dakar à Djibouti, ça fait combien de kilomètres? Terre bloc, en bloc. Avec ça, là, on ne peut pas assainir. Pourquoi? Parce que les moustiques vont de proche en proche. Non. De proche en proche. Moi, je vais vous révéler maintenant une chose. Les moustiques vont de proche en proche. On ne peut pas assainir, mais on peut quand même on peut fabriquer les moustiques et les lâcher. Proche en proche. Non. Ça va être intégré. Mais moi, je vais faire une révélation. Voilà. Ça fait... je n'étais pas au Bénin avant. Ça fait 10 ans que je suis revenu dans ce pays. Je n'ai jamais souffert de paludisme. Depuis les 10 ans. Comment vous faites? Je sais comment on attrape le paludisme. Pour attraper le paludisme, il faut se laisser piquer par le voilà. Oui, et donc, je commence. Ne demandent pas la permission. Non, ils ne demandent pas la permission. Moi, je les empêche de me piquer. Ah oui, qu'est-ce que vous faites partager ça? Par exemple, si vous arrivez, si je vous invite, si vous venez chez moi, vous allez voir qu'il y a des grilles. Partout. C'est pourquoi j'ai pris toute l'Afrique. Oui, tout le monde n'est pas comme vous. Non, tout le monde ne peut même pas être comme vous. Non, mais on peut. Il vaut mieux peut-être... Nos parents des villages, là, ils ne peuvent pas. Comment les parents? Il faut mieux travailler à développer des attitudes, ce qui résout durablement les problèmes. Quand on a dit qu'effectivement, il faut que les gens dorment sous les moustiques, bien sûr, les gens comme ça. Mais moi, je pense que si on développe, comment on appelle ça, on développe des attitudes qui permettent de créer les conditions où les gens puissent se protéger et se protéger durablement. Moi, je vous dis, depuis 10 ans, je n'ai pas eu de paludisme. Et ça,
ça va en même temps aussi avec l'assainissement du milieu. Ça va aussi avec aussi, il faut vivre sainement, il faut manger correctement. Ainsi, c'est tout un ensemble. Et lorsqu'on met tout ça ensemble, l'éducation et tout, vous voyez que le progrès ne se fait pas sur une ligne. Non. Ça se fait Ça, c'est chaque... sûr. Voilà. Et donc, c'est ça qu'il faut savoir. Et c'est ça que les décideurs, ceux qui font les politiques nationales, soit de salaire, de développement, doivent savoir que le développement, c'est un problème complexe. On ne va jamais le résoudre en tirant un bout. Vous devez être capable de le résoudre. Si vous voulez le résoudre, il faut que vous puissiez agencer plusieurs choses à la fois, et laisser développer. Est-ce que vous voyez? Oui, oui. Donc, moi, je dis, quoi?